Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Alors votre candidat tête de liste pour les européennes, François-Xavier Bellamy, fait un parcours plutôt honorable. Alors c'est pas encore les scores de 2014 de Copé ou même de François Fillon à la présidentielle, mais quand même 14%. Et quand on regarde le parcours dans les sondages électoraux des Républicains, bon, c'est pas déshonorant, c'est même plutôt rassurant, non ? Oui, c'est une campagne qui a été lancée par Laurent Wauquiez avec un trio de tête mené par François-Xavier Bellamy qui démontre que la droite, qui était convalescente, est en train de revenir dans le jeu politique. Alors nous devons rester emplis d'humilité par rapport aux échecs passés, mais c'est vrai que la force des convictions, la fraîcheur, la profondeur, l'envie qu'incarne François-Xavier Bellamy sont des atouts, d'autant plus que les Républicains, aujourd'hui, en troisième position, sont en embuscade. Et nous croyons, avec Laurent Wauquiez et l'ensemble des ténors de notre famille politique, qu'une surprise est possible à la condition que notre électorat se mobilise et refuse ce choix absurde imposé par Emmanuel Macron entre, d'un côté, le président de la République qui a échoué, et puis le Front National qui incarne le chaos pour notre pays. Vous espérez combien ? Parce que 14% c'est bien, mais comme on le disait, c'est pas encore le score de François Fillon à la présidentielle. C'est quoi l'objectif pour les européennes ? Vous savez, il y a les hommes politiques qui commentent avec un esprit comptable les chiffres. Moi, c'est pas ma façon de fonctionner. On voit moi, ce qui m'intéresse depuis le Bon, vous étiez à 13 quand même en novembre, hein, vous êtes qu'à 14, bon, mais il y a eu un petit creux, et quand Bellamy est officiellement candidat, on passe de 10 à 14. C'est pour ça. On va aller jusqu'où ? Notre objectif, c'est de poursuivre et d'amplifier cette dynamique. C'est de mobiliser notre électorat, toutes celles et ceux qui refusent. C'est ça le message que nous lançons encore ce matin avec les Républicains. C'est de dire aux Français, vous avez été déçus par Emmanuel Macron depuis 2 ans. Vous ne voulez pas de l'impasse incarnée par Marine Le Pen. Il existe un autre chemin, une autre voie. Cette troisième voie, c'est nous qui l'incarnons, c'est la liste des Républicains pour préparer une alternance solide et crédible dans les mois et les années qui viennent. Mais alors François-Xavier Bellamy, est-ce que c'est pas un peu la révélation de ces élections pour vous en tout cas ? Est-ce qu'il commence pas un peu à faire de l'ombre à Laurent Wauquiez ? Il y a cette une du Figaro Magazine que vous avez sans doute vu samedi, hein, la droite est de retour, le retour de la droite. Et puis on le voit, on l'a vu dans les journaux de Pascal Latour-du-Pin, il est chez les militants extrêmement populaire, j'ai envie de dire, plus populaire que Laurent Wauquiez. Est-ce que ça ne va pas devenir un problème politique ? Mais c'est un atout. Mais qui a choisi François-Xavier Bellamy ? D'accord, mais enfin, c'est Laurent Wauquiez. Oui, qui a choisi Emmanuel Macron comme secrétaire général adjoint de l'Élysée ? C'est François Hollande. Nous connaissons bien, et c'est bien légitime, c'est votre travail, l'envie journalistique de diviser. Vous savez, nous, notre force... Je vous parle de vos militants, des militants LR qui se disent... mais les militants des Républicains, moi je suis président de fédération dans mon département de Loir-et-Cher, qu'est-ce qu'ils veulent ? Et qu'est-ce qu'ils saluent aujourd'hui ? Et pourquoi ils nous font à nouveau confiance ? Les Républicains sont en train de redevenir le grand parti de l'unité. Vous avez noté les prises de position de Michel Barnier il y a 15 jours, qui a appelé à voter pour les Républicains. Vous avez noté la prise de position de François Baroin hier. Non mais complètement clair quand même. Hein. Si, d'autant plus qu'il sera peut-être candidat d'Emmanuel Macron à la présidence. Je suis fidèle à ma famille politique, oui. Je vote pour les Républicains. François Baroin fait de même. Ce matin, c'est Arnaud Robinet, maire de Reims. On voit bien qu'avec la stratégie de Laurent Wauquiez de faire confiance à la nouvelle génération que nous incarnons, sa volonté d'assumer fièrement nos convictions, nous sommes progressivement et avec humilité en train de séduire à nouveau et de convaincre une partie de nos compatriotes. C'est parce que François-Xavier Bellamy fait une remontée dans les sondages que tout d'un coup la droite se dit peut-être qu'on peut s'unir. D'ailleurs, on va écouter François-Xavier Bellamy hier au meeting de Marseille. Je pense qu'il commence à comprendre et à s'apercevoir que peut-être que Laurent Wauquiez commence à en prendre ombrage. Écoutez-le. J'étais, il y a quelques jours, à Athènes. Je me suis fait gronder par Laurent parce qu'il trouve que j'en fais trop. Et c'est vrai que dans cette campagne, le rythme est bien intense. Il pense que j'en fais trop. Vous voyez, c'est presque un lapsus. Mais pas du tout. Non, on peut interpréter ce qu'on veut. Moi, je connais l'histoire. Laurent, François-Xavier et tant d'autres, ce sont des meetings quotidiens. François-Xavier Bellamy a décidé symboliquement, et il a eu raison, samedi de se rendre à Athènes, au cœur historique de l'Europe, patrimonial, culturel
à la confluence de tout ce qui fonde aujourd'hui l'idéal européen, c'est-à-dire la fierté de nos racines judéo-chrétiennes, l'addition des cultures grecques et latines. Il dit qu'il s'est fait gronder. Mais non, mais il dit, et il a raison de le souligner, Laurent essaye aussi de le préserver, parce que François-Xavier Bellamy s'implique considérablement. Mais on peut à l'infini gloser. Je ne pense pas que ça intéresse les téléspectateurs. Qu'est-ce qui intéresse les téléspectateurs? Ça intéresse de savoir qui va incarner la droite en 2022, je vous le confirme. Ah ben ça c'est sûr, et on verra ça en 2021. Mais pour pouvoir être en situation en 2022, soyons modestes, remportons des scrutins, retissons le lien avec nos compatriotes, parlons du fond. Il y a les questions des égos et des chefs, ça viendra. Il y a la question de qu'est-ce que nous avons à proposer à nos compatriotes. La droite aujourd'hui, il faut le dire aux Français, c'est le seul parti qui va garantir l'ordre, parce que nous sommes du côté de l'ordre face à toutes les violences et face à toutes les anarchies. C'est le parti qui va garantir aussi l'idéal de justice fiscale et sociale. L'exact inverse d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, 2 ans après, c'est quoi? Alors on va en parler, vous inquiétez pas. Mais je vous le dis, c'est le président de la hausse de la dette, de la hausse des impôts et de la baisse du pouvoir d'achat. C'est ça que voient nos compatriotes. On va voir ça dans un instant. Juste encore pour se faire plaisir, je vais vous faire écouter Nadine Morano qui était à votre place la semaine dernière et qui parlait de François-Xavier Bellamy. Nadine Morano qui est numéro 4 sur la liste. On l'écoute. Il est très accessible. Pour résumer, il est très sympa. Et par ailleurs, quand il est au micro, dans un meeting, c'est pas quelqu'un qui va haranguer les militants. C'est quelqu'un qui va capter. Ça change de la politique. Moi, j'aime bien François-Xavier Bellamy. Je trouve que c'est une belle personne. Voilà, vous voyez, encore une... Elle a l'air conquise par François-Xavier Bellamy. C'est quand même extraordinaire. Alors probablement que nous sommes... Soyez pas jaloux, Guillaume je Pelletier. ne suis pas du tout. Vous avez noté, d'ailleurs j'étais l'un des premiers à dire qu'il fallait laisser sa chance à François-Xavier Bellamy parce que notre parti ne pourra se refonder qu'à travers la victoire de la bataille des idées, je viens de le dire, et à travers l'incarnation de nouveaux visages. On a besoin d'additionner nos forces. Pendant trop longtemps, ces dernières années, nous avons été le parti des divisions et des querelles. Je souhaite que nous soyons à nouveau le parti de l'unité. Et on a besoin pour cela de nouveaux talents, et on a besoin d'additionner les sensibilités et les talents, et François-Xavier en fait partie. Allez, je vais un peu casser l'ambiance, parce qu'on va quand même regarder ce sondage, effectivement, Harris Interactive, pour les élections européennes, la dernière version qui date d'hier soir. Effectivement, 14%, on le disait, mais quand même en tête, à égalité d'ailleurs, c'est à noter, La République En Marche et le MoDem, et le Rassemblement National. Au fond, la vie politique française, 2 ans après l'élection présidentielle, est toujours structurée autour du duel entre l'AREM et le RN. Vous n'arriverez pas à sortir de ce duel d'ici 2022, vous croyez ? C'est une longue marche, c'est un travail de longue haleine, parce que c'est la stratégie, jusque-là payante, reconnaissons-le, d'Emmanuel Macron, que de faire croire aux Français qu'il n'existe que lui ou le chaos, et que la seule alternative à son échec serait l'impasse incarnée par le Rassemblement national. Avec les Républicains, nous disons aux Français que nous ne croyons pas à ce schéma imposé. Nous ne voulons plus de ce choix imposé. Les élections européennes nous offrent la première étape d'une reconstruction, d'une alternative, d'un autre choix, celui que nous posons et que nous poserons le 26 mai, que nous demandons aux Français de poser. Mais là encore, avec beaucoup d'humilité, il y aura ensuite des scrutins municipaux, départementaux, régionaux, qui nous emmèneront à l'élection présidentielle. Quel est votre pari, Guillaume Pelletier, en termes de structuration de la vie politique française ? Est-ce que vous pensez qu'on va vers L'idée, c'est que finalement, votre candidat, que ce soit Wauquiez ou un autre, remonte pour affronter Macron à la présidentielle, ou dépasse La République En Marche pour affronter Marine Le Pen? C'est quoi, selon vous, le duel logique que vous préféreriez? Pour être très franc, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Je pense que la vie politique, et c'est heureux, et en tout cas c'est pour ça que je me suis engagé, est fondée sur les idées. Alors je vais répondre précisément à votre question. Parce qu'à la fin, il y a comme un duel. Bien sûr, au second tour. D'incarnation. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est en train d'asphyxier le peuple français, il y a le choix entre une forme de mondialisme technocratique et bureaucratique incarné par Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'oubli de ce que nous sommes, la mondialisation heureuse, et les Français voient bien que cette mondialisation ne crée pas que du bonheur. Et face à cette mondialisation technocratique, il y a un nationalisme dur, sec, qui recroqueville, incarné par Madame Le Pen. Ce que nous proposons, vous voulez casser ça, effectivement. Ce que nous proposons, nous, c'est de dire aux Français, le grand défi politique du XXIe siècle, c'est ni le mondialisme ni le nationalisme, c'est une forme de patriotisme universel, c'est-à-dire de retrouver d'abord
à travers le patriotisme, la fierté de ce que nous sommes et d'assumer par exemple un idéal de protection, protection de nos ouvriers, de nos usines, de nos agriculteurs, de nos modes de vie, par rapport par exemple à la question de l'islamisme, premièrement, mais universelle parce que lorsque nous retrouverons la fierté de nos racines, nous pourrons à nouveau retrouver notre vocation universelle. Mais à la fin, le duel, c'est contre le Rassemblement national ou contre Emmanuel Macron, selon vous? Non, je pense que ça n'est pas un duel qui sera proposé aux Français. C'est 3 choix. Oui, sauf qu'il y a 3 choix, mais il y a un second tour. Les Français choisiront. On pourrait avoir ça, on pourrait avoir Bellamy face à Macron, je fais la provoque ce matin. Moi, je souhaite très clairement, que la France ne connaisse jamais l'expérience du Rassemblement national, et je souhaite que nous mettions fin à un quinquennat désastreux, incarné par Emmanuel Macron. Et pour sortir de ce duel mortifère et préparé de manière très organisée depuis l'Élysée, la responsabilité est immense pour la famille des Républicains, aujourd'hui 3e force politique dans notre pays, pour dire aux Français, il existe un autre choix. Peut-être ce duel à la fin, on verra. Allez, on fait des paris. Le virage économique d'Emmanuel Macron, quand on regarde l'ensemble des mesures qui ont été annoncées par le président le 10 décembre et puis fin avril, réindexation des retraites, prime exceptionnelle, prime pour l'emploi, baisse de l'impôt sur le revenu, c'est un peu des mesures que le travailliste Guillaume Pelletier, vous vous définissez comme ça parfois, aurait pu proposer. Le grand problème d'Emmanuel Macron et de ce qu'il a annoncé, c'est qu'il donne d'une main ce qu'il a pris d'une autre. Et les Français ne sont pas dupes. Et qu'il a choisi de mettre en place une politique de la rustine, à la marge, de manière quasi impressionniste. 17 milliards quand même, hein? Oui, après avoir taxé de dizaines de milliards les Français, je le rappelle, puisque je vais vous donner un exemple. La question des dépenses publiques, ce sera, selon Joël Giraud, le rapporteur En Marche de l'Assemblée nationale, 123 milliards de nouvelles dépenses entre 2017 et 2022. Et il sera le président de la dette, puisque probablement sous son quinquennat pour la première fois, 100% du PIB. Ce que nous demandons, nous, à Emmanuel Macron, bien sûr qu'ici ou là, il peut y avoir des mesures, voire des mesurettes intéressante et positive, c'est de refonder totalement le dispositif fiscal et social. Comment? À travers un triptyque qu'il ne prend pas à son compte. Nous proposons, la baisse drastique des dépenses publiques. 50 milliards d'euros de baisse chaque année. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on baisse ces dépenses. Mais nous, c'est très clair. C'est une réforme considérable des retraites, égalité publique-privée, fin des régimes spéciaux, système unique, 10 milliards d'euros d'économie. Et hausse de départ à la retraite. Non, c'est plus subtil, mais on y reviendra. Au départ, c'était ça votre candidat en 2017. Oui, mais on n'est plus en 2017. Ah, d'accord. Alors comment vous faites pour gagner de l'argent sur les retraites? C'est juste en baissant les privilèges des régimes spéciaux. Vous vous rendez compte déjà? Ça fait combien? Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'ai été, il y a 20 ans, professeur d'histoire-géographie. Puis j'ai été chef d'entreprise. En tant que fonctionnaire, on me dit que j'ai droit à 75% des 6 derniers mois de mes revenus pour ma retraite, et en tant que chef d'entreprise, à 50% des 25 meilleures années. Ce système inégalitaire n'a plus sa place dans notre pays. Pas plus qu'il n'y a de place pour les régimes spéciaux. On nivelle tous les régimes sur la base on crée un régime unique. C'est 10 milliards d'économies chaque année. 10 milliards. Plus, et vous augmentez plus le départ à la retraite. Attendez, j'y viens. Deuxièmement, nous demandons une lutte acharnée contre les fraudes fiscales et sociales. C'est un total de 100 milliards d'euros. Ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. Hein. Tous les gouvernements disent qu'ils vont lutter contre les fraudes sociales et fiscales. Je n'étais dans aucun gouvernement et je crois que c'est la responsabilité de notre génération de rétablir un idéal de justice en France. Lorsque nous aurons résolu la question de la baisse des dépenses publiques, 50 milliards par an, nous devrons baisser les impôts et les charges sur les salaires et vous l'avez souligné, je propose une hausse générale des salaires, aussi bien dans le privé que dans le public, parce qu'aujourd'hui, le grand défi français, c'est que le travail ne paye plus. C'est que les salaires sont trop bas. Combien? Une hausse de combien? À un moment donné, vous étiez sur 20% sur le SMIC? Non, j'avais dit que, oui, sur les plus petits salaires, il fallait une hausse considérable. Ma proposition n'a pas changé. Je pense que tous les salaires, je dis bien tous les salaires doivent être augmentés pour que le travail soit enfin récompensé, probablement dans une proportion qui irait de 5 à 10% en fonction, en fin de compte, de la baisse des dépenses publiques. Vous êtes un peu minoritaire dans votre famille politique là-dessus, vous le savez. Ah non, vous verrez, ce qui est important, c'est d'être majoritaire auprès de nos compatriotes. Et vous savez, le premier moteur, Laurent Wauquiez le disait avec beaucoup de justesse encore la semaine dernière, le premier moteur de la crise des Gilets jaunes, le premier moteur de l'exaspération française aujourd'hui, c'est de dire, au fond, quand on fait des efforts, quand on se lève le matin, quand on va bosser, quand on est un petit patron, un artisan, un commerçant, un petit entrepreneur, qu'on prend des risques, on n'est pas récompensé à la hauteur de ces risques. Et qu'il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail
et les revenus de l'assistance. Nous voulons, nous les Républicains, créer à nouveau un écart entre celui qui ne va pas travailler et celui qui travaille. La grande valeur demain, c'est la valeur du travail. Nous voulons rétablir comme valeur cardinale de la société française la valeur du travail et récompenser enfin tous ceux qui font des efforts. Alors vous parliez des déficits qu'il faudra bien financer, en tout cas des annonces d'Emmanuel Macron qu'il faudra financer, on ne sait pas encore très bien de quelle manière. Est-ce que vous avez l'impression que vos anciens camarades des Républicains, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, sont en train d'avaler une couleur et qu'au fond, la ligne politique qu'ils ont défendue pendant 2 ans, c'est terminé et qu'ils vont devoir assumer l'augmentation des déficits? C'est selon vous? Ah oui, je pense que l'illusion Macron, soyons là encore le plus honnête possible, il y a 2 ans, il y eut un immense espoir, suscité par ce qu'il incarnait. Vous aussi, vous aviez Une des espoirs à forme- ce moment-là? La meilleure preuve, avec une majorité de mon groupe parlementaire, nous avons refusé de nous opposer à la confiance, vous savez, au mois de juillet 2017, présentée par Édouard Philippe et son gouvernement pour laisser une chance à Emmanuel Macron, parce que ce qui compte, c'est que notre pays puisse être redressé. 2 ans après, le bilan est terrible et la déception est à la hauteur de l'illusion qu'incarna Emmanuel Macron. On le voit bien sur la dette, sur les déficits, sur les impôts, sur le pouvoir d'achat, sur le communautarisme, sur la question de l'islamisme conquérant contre lequel rien n'est fait. Mais Bien sur sûr les qu'il y a eu des mots très forts la semaine dernière encore sur la laïcité, mais concrètement, rien n'est fait dans Mais notre sur les pays. déficits, vous pensez que ce sont toujours eux qu'on voit là à l'écran qui sont aux commandes de la politique économique du pays? Oui, mais pour la plupart d'entre eux, même si j'ai pu les côtoyer, j'avais moi une divergence déjà assez forte. François Mitterrand avait ces phrases terribles, et hélas très justes, à la veille de la fin de son second mandat. Après moi, il n'y aura plus que des comptables et des financiers. Et c'est le grand défi français, en tout cas de ma génération. C'est que pour la plupart... C'était le cas de Nicolas Sarkozy ou pas? Non, et c'est pour ça qu'il a été très attaqué d'ailleurs par un grand nombre de hauts fonctionnaires. C'est que Nicolas Sarkozy fut l'un des seuls, ces 20 dernières années, à vouloir s'attaquer à la mainmise de ce que Jean-Louis Borloo appelle les fermiers généraux de Bercy. La France aujourd'hui est dirigée par des hauts fonctionnaires, par des bureaucrates, par des technocrates, qui n'ont comme vision politique que l'esprit comptable. Ce que nous voulons Vous faire... approuvez aussi la suppression de l'ENA annoncée par Emmanuel Macron? à tout ce qui pourra... Oui, enfin, c'est très insuffisant parce que la vérité, sur ce sujet-là, moi je plaide par exemple pour un spoil system à la française. Je souhaite que le président de la République en France, quand il est élu, ne prenne ses fonctions qu'1 mois ou 2 après son élection pour pendant cette période pouvoir convoquer tous les directeurs Après d'administration avoir coupé les têtes des directeurs d'administration oui, centrale. comme le font les Américains pour dire maintenant, vous, hauts fonctionnaires, grands serviteurs de l'État, qui avez votre place dans notre pays, vous allez être les exécutants de l'exécutif et non pas l'inverse. Il faut en France que le pouvoir politique retrouve une vision, un cap, une capacité à emmener les Français dans une direction. Et ce n'est pas uniquement avec l'esprit comptable de la baisse ou de la hausse, ici ou là, de la fiscalité ou des dépenses publiques, qu'on rassemble tout un peuple. Qu'est-ce que vous pensez, tiens, de la politique économique de Donald Trump et des résultats économiques? On voit le chômage n'a jamais été aussi bas, l'économie est très forte. Est-ce que, finalement, c'est un bon président? Sur les questions économiques, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, la politique qu'ils mettent en œuvre, qui est une politique, globalement, résumons-la, de baisse des impôts, avec des électrochocs. Et de protectionnisme. Tout, bien sûr. Vous savez, c'est quoi notre marque de fabrique, nous, dans le débat politique? Entre le libéralisme technocratique de Macron et le nationalisme étriqué de Le Pen, je le redis, c'est la liberté sur le territoire national, libérer les énergies, l'oxygène C'est un modèle pour nos C'est un modèle entrepreneurs. Donald Trump pour les Non, mais Républicains? quand Non, on est mais, français, vous ça savez, peut, hein. ah non, quand on est français, quand on est fier de ce qu'on est, on n'a pas de modèle. On n'est soumis à aucune hégémonie. On peut s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Il faudrait d'ailleurs que la France sache s'inspirer. Et oui, la politique économique américaine, fondée doublement sur la liberté donnée aux entreprises d'une part, la récompense de la valeur travail d'autre part, et une protection des intérêts stratégiques et vitaux, c'est totalement ce en quoi nous croyons. Allez, un mot, parce que c'est important, sur la biodiversité qui est menacée. 500 000 à 1 million d'espèces qui vont disparaître dans les prochaines décennies. Pendant ce temps-là, on regarde ailleurs, comme aurait dit Jacques Chirac. C'est quoi la politique écologique et environnementale des Républicains? Elle est très simple, elle tient en 3 piliers et un slogan, parce que c'est important. Aujourd'hui, toute l'écologie se résume à de la punition. Ça, c'est Emmanuel Macron et les gouvernements précédents. Nous voulons créer de l'écologie positive, de 3 manières.
Tout d'abord, en développant sur tout le territoire national la loi initiée et portée par Arash Derenbach, un élu municipal LR de Courbevoie, loi votée à l'unanimité en 2016, qui est encore insuffisamment appliquée, qui permettrait de beaucoup mieux lutter à travers les grandes surfaces contre le gaspillage alimentaire. Je rappelle, c'est 10 millions de tonnes chaque année de Donc, lutte gaspillage contre le alimentaire. gaspillage. Ça, c'est très important. Deuxièmement, un grand plan national avec l'autonomie des territoires, sur les circuits de proximité, la consommation circuits locale, courts. le soutien à nos agriculteurs, l'invention de nouvelles productions d'énergie comme les usines de méthanisation. Troisièmement, une fermeté beaucoup plus accrue à l'égard de quelques multinationales au niveau mondial qui ne respectent rien des accords ni de Paris, ni Vous avez pas de parlé des Kyoto. émissions de carbone. En un mot, notre politique est la suivante: accompagner les citoyens français qui font des efforts plutôt que de les punir, et punir les puissants et les multinationales qui ne respectent rien plutôt que de les laisser faire. Merci beaucoup Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité.